bonjour à toutes et tous. Donc, Julien Herbert, je suis directeur des partenariats et des actions territoriales à l'Agence Qualité Construction. Et j'ai en effet participé à l'atelier Woodrise sur la surveillance des bâtiments pour la réduction des risques, piloté par FP Innovation, hein, donc le centre technique de la construction bois canadien, et avec un certain nombre d'intervenants. Donc, je vais être très synthétique. Il y avait 6 ou 7 intervenants, donc sur le temps imparti, ça va. Je vais devoir aller assez vite. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais n'hésitez pas à contacter. Alors, j'ai mis tous les mails sur les slides. Et on pourra aussi vous les fournir dans un deuxième temps. Mes coordonnées aussi sur le premier slide. Donc, n'hésitez pas à coordonner les différentes personnes si vous voulez plus de détails techniques sur les différents points que je vais vous présenter. Alors, la première partie, donc c'est moi qui suis intervenu sur la surveillance des bâtiments pour réduire les risques. L'idée était de présenter lors de cet atelier un certain nombre d'outils et de méthodologies pour anticiper, prévenir et réduire les risques dans le domaine de la construction bois. Vous allez voir, il y a 3 domaines qui ont été visés: la gestion de l'humidité, tout ce qui est déplacement structurel, et puis la partie sismique avec l'intervenant japonais. Alors, voilà, donc moi, pour aujourd'hui, je vais faire un focus sur ce que j'ai présenté lors de l'atelier sur le projet MicoAct qui a apparu de 2018 à 2023, un budget de plus d'1 million d'euros avec différents partenaires, hein, l'ADEME, le CSTB, Indigo et des universitaires. L'idée était d'améliorer les connaissances sur la dynamique de croissance fongique sur les nouveaux chantiers de construction, et notamment de comprendre l'impact de la phase construction sur la phase d'utilisation du bâtiment. Donc, l'idée était, in fine, de proposer des solutions et de tester des solutions in situ pour réduire les risques liés à une forte humidité sur les chantiers de construction neuve. Voilà, donc pour cela, la méthodologie mise en place dans le cadre de ce projet a été de mesurer de manière continue la température et l'humidité à l'intérieur et à l'extérieur d'un appartement témoin, avec des capteurs au sein de la façade, mais aussi donc à l'intérieur sur la cloison intérieure. Voilà. Il y a eu, dans le cadre de ce projet, des mesures de contamination fongique. Voilà, donc la détection de l'activité fongique, de contamination cachée, la collecte dans l'air de spores associés à la méthode de culture. J'avance. Donc, il y a un certain nombre d'études de sensibilité pour identifier les paramètres les plus influents. Alors, je ne vais pas tous vous les indiquer, mais un certain nombre de simulations ont été réalisées pour différentes stations météorologiques. Il y a eu l'évaluation pour différents niveaux de compacité sur les performances thermiques et types de murs. Et puis, les taux de renouvellement d'air ont varié pour calculer tout ce qui est infiltration au sein des façades bois. Sur cette base, donc, il y a eu des opérations test pour calculer la dynamique du développement fongique et avec des éléments plus ou moins, avec une contamination plus ou moins importante. Vous le verrez sur le schéma d'après où on a calculé, mesuré la contamination fongique à différents moments du chantier et en exploitation. Voilà, donc ça, c'est ce qui apparaît sur une des opérations test. On voit d'ailleurs, par exemple, sur l'appartement 107, que le taux d'humidité a été beaucoup plus important en phase d'exploitation, alors qu'en phase chantier, il y avait assez peu d'humidité finalement. C'est le cas aussi sur d'autres appartements, comme l'appartement 111. Ce qui en a été tiré, donc voilà, il y a aussi avec la surveillance de l'humidité à différents endroits du mur, en phase construction et en phase opérationnelle. En général, toute cette humidité est particulièrement liée aux conditions météorologiques, comme je vais l'indiquer dans le slide suivant. Voilà, donc ce qui apparaît, c'est qu'il y a une évolution du type de contamination entre la phase de construction et la phase d'exploitation. Qu'il y a souvent de la contamination active observée dès le début de l'exploitation,
qu'il y a une variation temporelle de la contamination, que la contamination est souvent plus importante durant la phase d'exploitation et que c'est principalement les conditions météorologiques qui impactent finalement le taux d'humidité dans le logement et au sein de la façade et que finalement, il y a une absence d'impact due à la production d'humidité durant l'exploitation. Tout ça reste quand même encore à vérifier. Aujourd'hui, il y a des mesures complémentaires qui sont effectuées, donc avec des résultats qui sont attendus d'ici la fin de l'année, pour vérifier le taux d'humidité jusqu'à 3 ans après la livraison du bâtiment, pour vérifier que l'impact finalement de l'exploitation sur l'humidité d'un bâtiment. Voilà, donc rapidement, comme je disais, les climats extérieurs et intérieurs constituent des facteurs de risque, mais finalement, les facteurs les plus déterminants sont liés au respect des bonnes pratiques et des règles de l'art par rapport à l'infiltration, conditions de stockage des matériaux, etc. Et une autre conclusion intéressante, c'est qu'il semble assez difficile aujourd'hui de prédire le développement fongique et de moisissures pendant l'exploitation du bâtiment à l'aide des modèles utilisés lors de sa conception, comme l'outil Wi-Fi, par exemple. Voilà, donc après, il y a tout un travail. Vous avez ce document, hein, Prévenir le développement fongique en phase chantier, hein, du projet Mycoact sur le site de l'AQC. On a hiérarchisé, identifié l'ensemble des facteurs de risque par rapport au risque humidité et développement fongique. Voilà, donc excusez-moi, hein, je suis obligé d'aller très très vite. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, comme l'a dit Catherine, et à me contacter ultérieurement. La deuxième présentation a été celle de Laurent Lemagorou de Socotec, qui a présenté tous les principes de transfert hygrothermique au sein d'une façade. Mais aujourd'hui, j'ai voulu faire le focus sur le projet et l'expérimentation qui a été faite sur le village des athlètes, et notamment sur l'îlot de I4 Promotion, dans lequel, donc façade ossature bois, isolant en laine de bois, dans lequel des capteurs ont été intégrés au mur avec un échantillonnage de plusieurs façades dans lequel donc ces capteurs ont été installés et avec un suivi par un monitoring du taux d'humidité au sein de la façade à ossature bois. Voilà, donc on a expérimenté sur le village des athlètes, donc Socotec, des mesures. Donc des mesures ont été réalisées tout au long du chantier pour valider, surveiller, faire des alertes, le cas échéant, en cas de taux d'humidité trop important au sein de la façade à ossature bois. Avec donc une plateforme en ligne de surveillance et d'alerte, des actions, le cas échéant, sur site, conformément au plan de gestion du risque, notamment en cas de forte humidité au sein de la façade, et puis une surveillance aussi dans le temps des effets pour réduire le taux d'humidité au sein de la façade. Donc, il y avait tout un système de surveillance et d'action, comme vous pouvez voir sur le tableau, avec des niveaux d'alerte plus ou moins importants et un suivi du taux d'humidité dans le temps en fonction de l'humidité, avec des actions évidemment à mener jusqu'à l'ouverture des murs pour vérifier la présence de moisissures. Voilà, donc c'est un système qui a été mis en place dans le cadre d'ATEX aussi, hein, au sein du projet du village des athlètes, et qui est voué finalement à se reproduire assez régulièrement dans le cadre de façades à ossature bois et principalement quand on est sous ATEX. Voilà, donc ça, je vais passer maintenant à la présentation des intervenants étrangers. Et le premier était le docteur Aleksandar Tozic, qui travaille à l'université publique de Primorska en Slovénie. Ils mènent un certain nombre d'études pour la surveillance de la teneur en humidité. Ils ont placé des capteurs d'humidité de part et d'autre d'isolants. Donc, ils font plusieurs expérimentations avec des sondes de température et d'humidité au sein de la façade,
la surveillance des performances de l'enveloppe du bâtiment, avec tout un système de sondes placées sur et à l'intérieur des façades dans la lame d'air. La difficulté rencontrée par l'université slovène a été particulièrement liée à la manipulation des données et à la gestion des données avec des difficultés de suivi, du fait qu'il y ait de nombreuses solutions un peu différentes sur le marché, notamment en Europe. Mais ils ont essayé de mettre en place une base de données, d'analyser et de visualiser ces données sur une plateforme et via une cartographie des capteurs. Ils ont également, alors voilà, ce qui est compliqué, ce qui a été remonté par l'intervenant slovène, c'est que d'une part, la surveillance des bâtiments par capteur est essentielle. Hein, c'était vraiment l'objet de l'atelier lors de Woodrise, mais qu'il était important d'avoir un accès facile aux données, que les données seules ne suffisent pas, mais qu'il faut bien les interpréter et qu'il y a vraiment besoin d'experts pour analyser, comprendre, rendre compréhensibles les données remontées de ces différents capteurs. Et malgré tout, que les coûts de production et de maintenance, surtout, restent encore élevés pour tout ce qui est surveillance des bâtiments et gestion de ces capteurs. Donc l'université a développé leurs propres capteurs d'humidité, hein, notamment pour réduire les coûts d'investissement, ce qui permet finalement voilà, d'avoir leur propre matériaux et de pouvoir les expérimenter sur différentes opérations. Mais il reste encore des difficultés d'étalonnage et ils ont assez peu de données publiques disponibles pour alimenter leurs capteurs. Ils ont aussi développé des capteurs de qualité de l'air intérieur qu'ils ont mis aussi en place sur différents projets. Alors, ils ont aussi utilisé finalement l'intelligence artificielle pour la modélisation prédictive, ce qui est quand même très performant pour prédire les futures valeurs de données de série temporelle, que ça fonctionne assez bien dans le domaine du bâtiment. Mais ce qu'ils recherchent principalement, c'est la prédiction des problèmes et non des futures valeurs. Et donc, ils ont besoin de données de capteurs, d'autres capteurs avec une analyse et des annotations précises des problèmes et qu'ils n'ont pas ces données et que des données brutes ne sont finalement pas suffisantes. Ils ont donc l'idée de construire actuellement un observatoire de données en Europe et donc de collaborer avec d'autres institutions pour partager finalement des données sur la teneur en humidité du bois pour avoir plus de données et pouvoir plus facilement prédire finalement le fonctionnement de l'humidité au sein de façades et de construction bois. Ils ont un travail donc avec Helsinki, avec toujours les mêmes sujets de protection privée, etc. Voilà, donc là, je vous quelques exemples de cas pratiques suivis par l'université. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça permet au moins d'alimenter l'observatoire. Voilà, donc encore une fois, ils ont mis l'accent sur le fait qu'il est très important de généraliser les capteurs d'humidité au même titre que les détecteurs de fumée. C'est vraiment leur positionnement en tant qu'université publique. Ce qui permet aussi de faire adhérer les compagnies d'assurance, de les rassurer quelque part, de sensibiliser à la gestion des risques liés à l'humidité notamment, mais aussi à la qualité de l'air intérieur, de partager des connaissances et des données, c'est aussi essentiel. Voilà. Mais il reste encore des sujets, et notamment tout ce qui est entretien maintenance, qui peuvent rester problématiques pour ce type de gestion et de surveillance, système de surveillance. L'intervenant suivant était Peter Skrela, hein, qui vient de la Tchéquie et qui développe des systèmes de surveillance de capteurs d'humidité au sein des bâtiments et au sein de sa société Sensomatic. Voilà, donc il a mis en avant tout ce qui est monitoring
avec des capteurs numériques réels et pas seulement de la détection, ce qui permet d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse finalement des données remontées par les capteurs. Il a mis l'accent sur le fait que le placement des capteurs est essentiel. Hein. On les voit là sur ces coupes, le positionnement des capteurs mis en place sur certaines de ces opérations. Voilà, donc là, on voit le positionnement des capteurs à différents endroits, à de nombreux endroits au sein de cette opération, hein, que ce soit au niveau des planchers, au niveau du plancher haut du bâtiment, sous toiture végétalisée et au niveau de certaines parois. Alors, au-delà, donc, il a une approche finalement structurée, une approche structurée autour de plusieurs risques, hein, pas seulement les sources d'humidité, mais au-delà d'évaluer les sources d'humidité, l'idée c'est aussi de comprendre les causes des défaillances et d'identifier les zones à risque. Donc, il y a un certain nombre de zones à risque qui leur permettent aussi de bien positionner finalement euh, les capteurs d'humidité. Voilà, donc là, c'est le type de traitement algorithmique qu'ils peuvent avoir sur leur système de monitoring. Donc, on voit très bien que c'est assez complexe s'il n'y a pas derrière une analyse experte des données. Voilà, ce qui permet aussi d'avoir un certain retour d'expérience, une certaine expertise qui permet aussi de minimiser les fausses alertes. Au niveau, leur expérience démontre que sur 300 alertes, finalement, il n'y a que moins de 3 qui sont vraiment des alertes envoyées aux clients avec des vrais sujets et des vrais risques d'humidité au sein du bâtiment. Il y a aussi donc, au-delà de la phase de construction, la phase chantier, il y a aussi tout le travail qui doit être mené tout au long de la vie du bâtiment, avec la phase occupation. Donc, il y a à la fois la surveillance lors du transport, lors du stockage des bâtiments, des matériaux et lors du chantier, mais aussi jusqu'à 50, voire 100 ans, la durée de vie du bâtiment, toujours via des solutions câblées, notamment si on va jusqu'à la phase occupation, alors qu'en phase chantier, on est plutôt sur des capteurs sans fil pour être le plus mobile possible. Et voilà, et donc un certain nombre d'études de cas, alors j'en ai gardé deux, notamment ce qu'il faut éviter, hein, selon lui, dans le résidentiel, c'est-à-dire contacter suite à des dégâts d'humidité, hein, c'est trop tard, hein, donc avec une fuite, donc euh, les, 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 les sondes les capteurs ont été installés pour vérifier l'ampleur des dégâts et si la fuite continuait à arriver sur le bâtiment. Et non, ça n'a pas été mis en amont. Donc, il y a un vrai sujet ensuite de coût de réparation, alors que si ça avait été mis en place en anticipation, le coût est forcément beaucoup moins important. Et dans ce cas-là, les assurances ne couvrent pas toujours les sinistres. Donc, le cas plutôt sous contrôle, comme il l'a indiqué, avec un certain nombre de capteurs installés dans le bâtiment qui assurent le suivi économétrique durant la construction, mais aussi en exploitation avec certaines actions qui ont été menées suite à des pluies intenses pour permettre au bois de sécher et de revenir à un taux d'humidité cohérent. Le deuxième intervenant qui était un peu sur la même technologie, c'est SMT, donc Jason Titart, qui a présenté donc qui est au Canada, hein, qui est installé au Canada, et qui a présenté aussi ses méthodologies et ses capteurs pour maîtriser l'humidité. Voilà, donc ils ont toute une série de capteurs, hein. D'ailleurs, ils n'ont pas seulement sur l'humidité, ils ont aussi tout ce qui est déplacement structurel avec des sondes sans fil, mais aussi plus spécialisées. Ne pas hésiter à aller sur leur site. Voilà, donc ils surveillent à la fois pendant le transport, mais aussi pendant
sur la température et l'humidité relative dans les bâtiments. Voilà, ils ont donc un certain nombre de capteurs sur les déplacements des structures. Voilà, donc le type de schéma qu'ils peuvent ressortir grâce à leur capteur. Donc voilà, ils ont présenté un certain nombre de références pour surveiller le mouvement du bâtiment et le taux d'humidité et de moisissure au sein de ces opérations. Voilà, donc là, ils ont aussi, avec l'Université de l'Oregon, un certain nombre d'expérimentations avec des capteurs qui surveillent le taux d'humidité au sein de la façade, de la façade et de la cloison en bois. Voilà, donc c'est sûr qu'ils préconisent un monitoring étendu pour assurer la qualité des bâtiments et atténuer les risques à long terme. Voilà, alors, bon, je vais passer vite parce qu'ils ont rappelé évidemment tout l'intérêt et la gestion l'importance d'avoir un plan efficace de gestion de l'humidité sur les chantiers et on le voit très bien notamment au Canada vu les enjeux. Alors j'avance, voilà, donc avec des enjeux de durabilité forcément de la construction bois. Je vous apprends rien, voilà, donc là il a mis en avant un cas pratique vis-à-vis d'une toiture. Là, donc là, on voit les systèmes de protection de la toiture. On voit qu'il y a eu de la neige et donc ils ont dû maîtriser l'humidité au sein de cette opération. Et pour cela, ils ont mis en place un certain nombre de capteurs d'humidité. Alors, je crois qu'il y a donc surveillance de la toiture, surveillance de l'humidité du bois massif. On voit les capteurs là sur les coupes, donc au niveau du pare-vapeur, mais au niveau du plancher en lui-même par rapport aux enjeux structurels. Voilà, il y a eu des capteurs en sous-face aussi du plancher. Donc là, on voit l'exemple avec énormément de capteurs sur cette opération. Une coupe très intéressante pour montrer tout ce qui est détection de fuite en toiture, hein, roof leak detection, mais aussi donc le monitoring sur le plancher en bois pour suivre le taux de moisissure. Voilà quelques photos de leur système. On voit donc ça, quelques coupes de principe avec de la végétalisation. Voilà, je vois leur tournée. Donc, j'ai encore trois intervenants. Je vais essayer d'aller assez vite. Alors, on change de sujet avec l'intervenant japonais qui vient de l'université d'Osaka qui a présenté une méthodologie de surveillance des dommages liés à des séismes sur des bâtiments en bois. Quelques photos assez impressionnantes hein, qui nous a diffusées sur les résultats de séismes au Japon assez récents. Alors donc là on est en 95 par exemple, ils ont fait évoluer largement leur réglementation sismique. Et en particulier, en 2000, ils ont fait évoluer tout ce qui est réglementation sur la conception des bâtiments en bois vis-à-vis du séisme. Grâce à leur retour d'expérience sur les séismes précédents. Voilà, donc ils ont démontré globalement que plus on a avancé dans le temps, plus les bâtiments et les maisons en particulier résistaient finalement au séisme, et notamment les constructions bois construites après 2000. L'enjeu pour eux aujourd'hui est de vérifier que les bâtiments qui ont fait l'objet de séismes restent des bâtiments sûrs et vérifier que tout ce qui est si les habitants peuvent finalement vivre dans ces bâtiments
et s'il est nécessaire de les démolir, ce qui était beaucoup le cas pendant des années. Ils ne se posaient pas forcément la question, ils démolissaient l'ensemble des bâtiments suite à séisme. Aujourd'hui, est plutôt d'essayer de garder et de vérifier que les bâtiments n'ont pas été trop endommagés. Voilà, donc l'évaluation des dommages auparavant était plutôt sur des inspections visuelles réalisées par des experts. Et aujourd'hui, ils utilisent des données d'observation et des simulations pour fournir des résultats immédiats suite au séisme. Donc pendant longtemps, ils ont ciblé les bâtiments à ossature métallique en béton armé. Aujourd'hui, du fait que les bâtiments finalement en construction bois étaient restés assez faibles, l'idée aujourd'hui, vu la progression de la construction bois au Japon, est d'appliquer finalement la méthode qu'ils appellent Structural Monitoring System aux bâtiments en bois, avec un certain nombre de recherches que je vais vous présenter rapidement. Donc, via l'installation de sismomètres dans la maison, via des modélisations sur la base des données reprises dans ces différents bâtiments. Ils ont également donc fait varier, voilà, ils ont une maquette qui leur permet de vérifier le comportement sismique d'un bâtiment, de l'analyser, de le modéliser avec une variation de la performance qui est assez importante, qui était importante au départ, mais en travaillant vraiment sur le modèle analytique, en assimilant et en intégrant les différentes données de ces tests, ils ont pu améliorer finalement leur modélisation. Voilà, donc ils ont développé de nouvelles méthodologies, de nouveaux produits pour rendre plus efficaces finalement les données de paramètres d'entrée. Euh, voilà, donc ils ont vraiment un modèle analytique de plus en plus précis. Alors je vais vite. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'encore améliorer l'efficacité de leur modèle analytique pour avoir un outil d'inspection très rapide des bâtiments endommagés suite à un séisme. Voilà, je vais vite. Donc, un certain nombre de schémas. On voit, par exemple, qu'après intégration des données, on arrive plus facilement à anticiper finalement les dommages et les résultats réels. Mais la difficulté, c'est que comme les maisons en bois restent très résistantes au séisme, on est sur des petits séismes la plupart du temps et donc la déformation est faible et forcément c'est parfois plus difficile d'améliorer les données, l'assimilation des données. Voilà, donc je vais aller assez vite parce que je vois le temps qui tourne. Voilà. Et la dernière présentation est celle de FPI Innovation, donc Dorian Tung et Cassandra Lafont, qui ont présenté un certain nombre d'outils qu'ils développent au Canada et au sein du centre technique. Alors, j'ai fait le focus sur certains d'entre eux. J'ai pas pu développer tout ce qu'ils ont présenté. L'idée pour eux est d'avoir un vrai outil de surveillance et d'essai des bâtiments bois pour voilà, donc avoir assez de données pour valider la conception actuelle et optimiser les conceptions futures et suivre les informations relatives à l'humidité pour faciliter encore une fois les échanges avec les assureurs, pour réduire les risques et les rassurer sur la gestion des risques autour dans le domaine de la construction bois. Voilà, donc ils ont développé une plateforme sur les teneurs en humidité du bois, en partie, mais aussi sur tout ce qui est déplacement des constructions bois, avec un certain nombre de capteurs sur ces bâtiments-là qu'ils ont pu tester et qui leur permet de comparer hein, les taux d'humidité, d'exporter des données
d'ajouter des capteurs, d'avoir des alertes si des mesures dépassent des seuils critiques. Voilà, donc ils sont sur les enjeux autour de l'enveloppe du bâtiment, un certain nombre de critères de sélection des données d'entrée leur permettent d'analyser de manière plus fine finalement les risques liés à la construction bois sur vis-à-vis de l'humidité notamment. Voilà, donc ça c'est l'état actuel de la collecte de leurs données pour leur système de surveillance. Donc on voit, hein, l'idée c'est de viser un certain nombre d'indicateurs, mais aussi donc on a parlé d'humidité, mais il y a tous les sujets acoustiques également, mais aussi de qualité de l'air, de durabilité évidemment. Et là, pour finir, je vais vous présenter deux études de cas sur monitoring des bâtiments de FP Innovation, un sur le transport de modules en bois massif et l'autre sur le monitoring de modules en bois massif en place. Le premier est donc sur le transport d'un module préfabriqué qu'ils ont instrumenté pour suivre finalement pour vérifier que la structure conservait toutes ses propriétés. Voilà, donc un module préfabriqué qu'ils ont déplacé sur environ 750 km, vérifier le risque de dommage lors du transport longue distance avec un certain nombre de capteurs et de données qu'ils ont pu remonter. Voilà, position des capteurs. Donc, ce qui est apparu, c'est que finalement, là où il y a le plus de déplacements, c'est lors du levage du module en quittant l'usine et pas du tout du transport finalement. Encore une fois, sur la dernière portion de route et au moment de levage sur le site, il y a aussi un déplacement du bâtiment, de la structure. Cela reste finalement assez limité, seulement 2 mm de mouvement lors du levage. On voit ici. Voilà, segment routier, on voit qu'il n'y a pas du tout de déplacement. Une seule petite fissure dans la cloison de plâtre a été détectée, comme vous voyez sur la photo. Et donc, comme je disais, la majeure partie du déplacement se fait lors du levage et non pendant le transport finalement du module préfabriqué. La deuxième étude de cas, c'est un monitoring d'un module en bois massif sur une opération. Donc, sur une opération de 4 étages en bois massif, en CLT, en bois lamellé collé, avec un suivi de capteurs pour suivre le comportement structurel et le tassement différentiel de la durabilité de la structure bois, avec donc des capteurs de température, d'humidité, de conductivité hydraulique, et aussi des essais acoustiques et vibratoires qui ont été faits sur ce bâtiment. Voilà, donc là, vous voyez comment ils ont pu intégrer finalement les différents capteurs, ils ont fait aussi des visites en usine, puisqu'on était sur des modules préfabriqués, modulaires. Voilà, avec le suivi du déplacement linéaire de la structure. On voit sur le schéma les résultats obtenus. Il y a également des capteurs au niveau des balcons pour vérifier la température, mais aussi les taux d'humidité, vérifier que les balcons qui étaient en structure bois, si je ne me trompe pas, ne sont pas touchés par l'humidité pour réduire les risques, encore une fois. Voilà, taux d'humidité sur les balcons et des tests acoustiques pour mesurer les bruits d'impact, le bruit aérien, avec une machine à percussion notamment. Voilà, donc ça, c'est le résultat des tests acoustiques sur l'opération. Test de vibration ambiant, vibration du bâtiment, avec les résultats sur l'acoustique. Donc, sur les résultats de la performance in situ, on s'aperçoit que les performances acoustiques des cloisons et des planchers sont supérieures finalement aux exigences réglementaires sur cette opération et qu'on a quand même la présence d'un diaphragme flexible compris, voilà, donc qui mérite d'être mieux compris pour les bâtiments modulaires de grande hauteur par rapport à des charges sismiques plus importantes.